Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Regardons ensemble les titres de ce vendredi 14 janvier. Le lancement officiel ce matin à Bar-sur-Aube du centenaire de la révolte des vignerons. C'était donc en 1911. Les commémorations ont démarré devant la stèle de Gaston Checq, celui qui a mené le combat des vignerons au bois face aux négociants marnais. 100 ans plus tard, la rentrée solennelle du tribunal de Troyes ce matin à l'occasion de faire le point sur l'année passée, mais aussi sur l'année à venir. Les différentes réformes ont été évoquées. Les préoccupations au niveau du personnel, notamment, ont été soulevées. Et puis du football avec les Stacks à Nantes. Lundi, pour la 20e journée de Ligue 2, les Troyens se déplaceront avec l'objectif de stopper la série de 10 rencontres sans victoire. L'avant-match de David Mutel à la fin de ce journal. 1911-2011, le département de l'Aube commémore cette année le centenaire de ce que l'on appelle la révolte des vignerons. Leurs raisins étaient alors achetés 4 fois moins cher par les maisons marnaises, les seuls autorisés à l'époque à utiliser l'appellation Champagne. Ce vendredi, les commémorations ont débuté à Bar-sur-Aube, la commune du leader du mouvement, Gaston Checq. Une occasion d'éviter qu'il tombe dans l'oubli. Reportage à Bar-sur-Aube, Christian Vira. Gaston Checq est né dans cette maison. Une stèle commémore le fait qu'en 1911, il a mené la révolte des vignerons au bois et notamment les manifestations. 2 manifestations absolument extraordinaires qui sont parties, l'une de Bar-sur-Aube, l'autre de Polizo, qui font que c'était quelque chose de fantastique. Les gens qui sont partis, les bataillons de fer qui sont partis à pied, tous ceux qui sont partis par le train, ça a dû faire entre 10 000 et 20 000 personnes. Hein. Tout simplement parce que ses amis étaient viticulteurs et quand il y a eu ce fameux décret qui a évincé l'Aube de l'appellation Champagne, il s'est dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui leur arrive, c'est inadmissible, c'est une injustice. Et de là, il s'est vraiment dit, il n'y a pas, il faut faire quelque chose, il faut fédérer les viticulteurs. Et de là, aller de l'avant et puis redonner l'Aube l'appellation Champagne. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un personnage qui est dans l'ombre. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, ce 14 janvier, on est là pour lancer le tout premier hommage à cet homme, Gaston Checq. Pour éviter l'oubli, des randonnées et dégustations sont planifiées en avril. L'événement phare est prévu les 9 et 10 juillet à la coopérative des coteaux du Landion. Exposition de photos, peinture, animation festive. L'ambition de ces rendez-vous est d'être pédagogique. Les jeunes, n'ayant pas eu connaissance de cette histoire, ont un peu plus de mal, bien évidemment. C'est donc le rôle, justement, de transmission que nous avons, que la coopérative des coteaux du Landion s'est donnée, puisque la jeunesse dans les vignes d'aujourd'hui doivent beaucoup à cet homme-là. Si aujourd'hui l'Aube figure dans la zone d'appellation Champagne, c'est bien grâce à lui. 2500 exploitants, 1500 emplois à durée indéterminée, plus évidemment tous les contrats saisonniers en période de vendange, de palissage, toutes les activités qui rythment l'activité viticole. L'activité viticole représente près de la moitié du chiffre d'affaires agricole de l'Aube. Il aura fallu 16 ans de manifestations et de joutes politiques pour que l'appellation Champagne soit acquise dans l'Aube en 1927. Aujourd'hui, une cuvée de Champagne lui rend hommage et cette année, les vignerons de la Côte des Bars comptent bien aller plus loin. Et rendez-vous donc notamment les 9 et 10 juillet 2011 du côté de Meurville pour ce grand week-end d'hommage aux leaders de la révolte. On retourne en 2011 et au palais de justice de Troyes précisément. La rentrée solennelle s'effectuait ce matin en présence de toutes les personnalités du département. Les différentes réformes judiciaires ont été évoquées. Les préoccupations, le manque de personnel notamment, ont été soulevées. Annabelle Millet s'est rendue pour nous au palais de justice de Troyes. Reportage. 166 comparutions immédiates, 2753 poursuites pénales et 3092 alternatives à ces poursuites. 2010 a été une année à l'activité pénale soutenue. Et pour le procureur de la République, ce sont surtout les réponses judiciaires aux actes de délinquance qui ont été marquantes. Avec un impératif que j'ai rappelé, qui est un impératif important pour nous, qui est de répondre le plus possible aux actes de délinquance, quel que soit le niveau de gravité, s'agissant des mineurs, s'agissant également des majeurs délinquants. Et ça a été un effort de l'année que d'augmenter ce que l'on appelle le taux de réponse pénale. Je l'évoquais il y a quelques instants, nous avons un taux de réponse pénale sur l'année 2010 qui est de l'ordre de 95%, c'est-à-dire que nous avons répondu quasiment
à la totalité des actes pénaux. Autre problématique évoquée, 2011 sera l'année de la réforme du régime des gardes à vue. Dans 6 mois avant le 1er juillet, ce régime sera fondamentalement modifié. La présidente du tribunal de grande instance, elle, a souligné le manque de personnel face aux dossiers qui s'accumulent. Alors que l'activité est soutenue, nous perdons des effectifs régulièrement. Alors en ce qui concerne les magistrats, ce qui mérite d'être souligné, c'est l'instabilité des affectations en 2010, ce qui nous a demandé une réactivité importante à chaque fois pour adapter leur capacité à prendre les contentieux. Mais ce qui est une situation très sinistrée, ce concerne le greffe. Nous devrions avoir 55 emplois. En réalité, en temps de travail disponible, nous ne sommes qu'à 42 équivalents temps plein travaillés. En ce qui concerne l'application des peines, rappel a été fait de la haute densité de l'Aube, avec 3 établissements pénitentiaires, la maison centrale de Clairvaux, dont l'avenir est discuté, la maison d'arrêt de Troyes, dont la fermeture a été annoncée. Mais également donc, le centre de Villenox, le centre de détention qui accueille 600 personnes. Et l'ouverture d'un bâtiment de 200 places a généré bien sûr une augmentation de la charge de travail pour les magistrats et les fonctionnaires de ce service. Autre sujet évoqué, la protection de l'enfance. Ainsi, une unité d'accueil de mineurs victimes va se mettre en place au centre hospitalier dans les semaines à venir. Nous vous en parlions mercredi soir dans le journal. Une start-up innovante implantée à Troyes, son nom EOP. Le but était de révolutionner la vente en ligne avec des enchères chronométrées sur des produits de luxe. Eh bien, on a appris ce matin une tentative de piratage du site. Résultat, toutes les enchères ont été bloquées. Et la mise en sécurité du site a eu des conséquences plutôt insolites, comme une Porsche Boxster de 65 000 € vendue à 44 € seulement. Les responsables de EOP ont porté plainte. Un huissier de justice s'est prononcé dans la journée et il a invalidé les dernières mises aux enchères. Autrement dit, la Porsche va être remise aux enchères dans le courant de la semaine prochaine. Elle devrait donc coûter beaucoup plus cher aux internautes qui tenteront de la décrocher. Partout dans le département, les cérémonies de vœux s'enchaînent. Aujourd'hui, il fallait être au centre hospitalier de Troyes. L'un des plus gros employeurs du département en a d'ailleurs profité pour remettre des médailles d'honneur à quelques membres du personnel. Il s'agissait de les remercier pour les nombreuses années de service au sein de l'institution. 107 personnes ont ainsi été récompensées. Cyril Tavernet a profité, lui, de la cérémonie pour demander au directeur du centre hospitalier, Alain David, de faire le point sur l'année passée, mais aussi sur les projets en cours de réalisation. On écoute. Alors 2011, ça va être le démarrage des travaux du nouveau bâtiment, qui est quand même l'investissement le plus important qui sera effectué au centre hospitalier de Troyes depuis l'ouverture de l'hôpital des Hauts-Clos en 1960. Donc une opération globale de l'ordre de 80 millions €. Au cours des 2 dernières années, il y a eu des investissements extrêmement importants dans le plateau technique de radiothérapie, avec le remplacement des 2 accélérateurs de particules pour avoir un équipement de pointe. Il y a eu un certain nombre de travaux très importants de rénovation dans différents secteurs, aussi bien les consultations externes que la rééducation, que certains secteurs administratifs également. La mise au point du Grand 3 après les dégradations sur la voie verte des Viennes début janvier. Cette voie qui va du rond-point Robert Gallet à Troyes à la rivière de Corps en passant par Saint-André-les-Vergers et Sainte-Savine a été saccagée par endroits. Parmi les victimes, la station de réparation de vélos, les lampadaires et la signalétique. Tout en regrettant ces nombreuses dégradations, la communauté d'agglomération a décidé d'agir. Écoutez les mesures mises en place avec Véronique Soblet-Samar. Elle est vice-présidente du Grand 3. Dans le courant de cette année 2011, les réparations avec des candélabres sécurisés vont être effectuées. Il y a d'autres réparations, d'autres décisions qui concernent cette voie verte. C'est effectivement supprimer du mobilier urbain qui a été détruit. Bon. Après plusieurs réparations et plusieurs destructions, je pense qu'il est raisonnable pour le moment de supprimer certaines prestations qui étaient, je pense, pertinentes, généreuses. Par contre, tout ce qui est signalétique va être restauré, remis à neuf, ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qui a été tagué, les bancs, les coins haltes, les pique-niques, donc là, ça va être nettoyé. Nous allons nettoyer parce que je pense que pour donner envie aux usagers de continuer à profiter de ce poumon vert, il faut que tout ça soit remis en ordre.
Pour les footballeurs troyens, ce ne sera sûrement pas une promenade de santé. Les Stacks se déplacent à Nantes lundi pour la 20e journée de Ligue 2. Les Troyens, 11e au classement, iront en Loire-Atlantique pour tenter de stopper la série de 10 matchs sans victoire. Même avec les recrues hivernales, ce sera compliqué chez le 5e de Ligue 2 des Nantais qui vise à la montée en fin de saison. Cette rencontre à la Beaujoire sera d'ailleurs l'occasion de retrouvailles pour Jean-Marc Furlan. Il a été coach des Canaries début 2010. L'avant-match par David Mutel. Quand il pénétrera dans le stade de la Beaujoire lundi, il est probable que l'entraîneur troyen ait un petit pincement au cœur. Même s'il n'a entraîné le FC Nantes que sur une courte période avant d'être éconduit, Jean-Marc Furlan tient encore le club nantais en haute estime et n'a donc aucune rancœur envers les Canaries. Nantes, je suis resté 8 semaines. J'y suis allé parce que, pour mettre les choses au point, comme ça sera fini, on n'en parlera plus. Je suis allé parce que le FC Nantes, pour moi, pour un mec qui a 50 piges, ça représente, c'est le FC Barcelone de la France. Il n'y a pas mieux. Il n'y a aucun club qui soit aussi bien que le FC Nantes, à tout point de vue, dans tous les domaines, on peut en discuter longtemps. Donc j'y suis allé pour cette raison. Voilà, je suis resté 8 semaines pour des raisons simples, c'est incompatibilité de travail avec le président. Et quand c'est comme ça, je fais en sorte que ça ne dure pas. Mais il n'y a aucune empreinte du FC Nantes sur Furlan, aucune, strictement aucune. Néanmoins, il planera sans doute un sentiment de revanche sur cette rencontre, surtout que les Troyens s'étaient inclinés à domicile au match aller. D'autant que pour ce match, Jean-Marc Furlan bénéficiera pratiquement de tous ses joueurs, hormis Sega Keita touché au quadriceps. Les deux défenseurs centraux, Saunier et Drouin, sont de retour, apparemment. Là, je n'ai pas fait le point avec le staff médical, après on sort juste de l'entraînement, là, à J-3. Et je n'ai pas encore fait le point avec eux, mais j'ai l'impression que Drouin et Saunier, ça a l'air d'aller, quoi. À vrai dire, la seule incertitude demeure en attaque. Si Marcos sera sans doute titulaire, qui sera à ses côtés en pointe? Il y a la question de Sébastien Grax, que j'ai fait débuter et qui s'est pas senti bien du tout, quoi, dans le match. Donc quelle est la plus grande utilité pour lui et pour nous? Voilà, savoir s'il débute ou pas. Benjamin Psom, de toute façon, c'est différent dans la mesure où lui, il a participé, il a joué, il ne manque que quelques temps de jeu et quelques jours pour redevenir au top. Et on va travailler encore à J-2 demain tactiquement un peu pour voir quelles sont les meilleures solutions pour faire un résultat à Nantes. Voilà. Mais je ne crois pas que l'équipe bouge beaucoup par rapport à ce que vous avez connu dans la première partie du championnat. S'ils ont enfin digéré la préparation physique hivernale, les joueurs au bois pourront donc espérer rivaliser avec les Nantais. Et si ce n'est pas le cas, il faudra sans doute ouvrir les parapluies. Et coup d'envoi de la rencontre lundi donc à 20h30. Les 52 meilleures minutes seront à retrouver le lendemain sur Canal 32 à 17h30 et à 20h50 avec David Mutel et Sébastien Dallet aux commentaires. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo avec Sandra Durut. À lundi pour une nouvelle édition du JT.